Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un roman. Je vais vous présenter un roman de science-fiction. C'est un roman que j'ai eu un peu par hasard, enfin par hasard. Disons que c'est. Je vais vous faire l'histoire brièvement de l'acquisition du livre. Je cherchais un roman de science-fiction de cet auteur et en fait, je ne l'ai pas trouvé. En désespoir de cause, j'étais tenté. Il y avait ce roman que je vais vous présenter en rayon. Et je me suis dit, tant pis, je prends celui-ci. On va voir ce que ça donne. C'est pas une chose que je fais très souvent, mais là, je me suis dit, bon, allez, on va tenter le coup. C'était pas très très cher. Et j'ai tenté l'aventure. Donc, en fait, c'est un roman que je vous présente tout de suite. Donc, de Edmond Hamilton, Le Loup des étoiles. Et Le Loup des étoiles d'Edmond Hamilton, en fait, ce n'est pas le roman que je voulais. Je voulais au départ un autre de cet auteur, vous allez comprendre pourquoi. Ça fait très longtemps que je sais que le vieux dessin animé Capitaine Flamme a été inspiré par une série de livres de science-fiction. Et en fait, c'est cet auteur, Edmond Hamilton, qui a écrit les romans qui ont inspiré le Capitaine Flamme. J'étais curieux de voir ce que ça pouvait donner, ces romans d'aventure, de science-fiction, très anciens parce que le cycle de romans du Capitaine Flamme, ça s'appelle le Capitaine Futur, et ça date pour le premier de 1940. Donc Edmond Hamilton est un auteur qui est décédé maintenant et qui écrivait déjà donc dans les années 40. Et il a écrit jusque dans les années 70. Et donc je me suis dit, si je trouve pas le Capitaine Flamme, en tout cas les premières aventures du Capitaine Futur, ça s'appelle l'Empereur de l'espace. D'ailleurs c'est comme dans l'animé, hein, je crois que dans l'animé ça s'appelle aussi l'Empereur de l'espace, la première série d'histoire. Eh bien tant pis, je le trouverai une autre fois. Et en attendant, je vais prendre le Loup des étoiles, ce que j'ai fait. Donc il est plus récent, ce livre, il est des années 60. Ça doit être la fin des années 60, je vais vérifier. Je pense que c'est 68, 69 ou quelque chose comme cela. C'est ça, 67 et 68. Alors pourquoi 67 et 68 et 68? Eh bien parce que ce livre, Le Loup des étoiles, en réalité, contient 3 tomes. Plutôt 3 aventures. Donc je vais vous donner les titres immédiatement. Donc il y a 3 aventures à l'intérieur de ce livre qui ont été éditées indépendamment. Donc on a en premier L'arme de nulle part, en second Les mondes interdits, et en troisième et dernière histoire Le monde des loups. Donc ce roman, qui est réuni ici en un seul tome, a bien été publié en 3 tomes différents, en l'espace de 2 ans, 2 ans et demi, donc c'est assez court. Et, et donc ce roman narre les aventures principalement d'un personnage. Alors à défaut de me retrouver avec le Capitaine Flamme et son équipe, Curtis Newton, hein, pour les connaisseurs. J'ai vérifié, c'est le même nom dans le roman, je suis allé regarder un petit peu, et effectivement, il a le même nom, ses compagnons sont globalement les mêmes. C'est pour ça que j'étais très curieux de jeter un œil sur ce vieux roman qui avait inspiré le Capitaine Flamme. Je le ferai sans doute un jour. Mais en attendant, je me suis contenté du Loup des étoiles. Et c'est assez amusant parce que, en réalité, à peine commencé le roman, qui donc est plus récent, il est de la fin des années 60, eh bien j'ai quand même retrouvé globalement une ambiance qui s'apparente un peu à ce qu'on pourrait avoir dans une aventure du Capitaine Flamme. Alors je ne sais pas s'il y a une grosse différence de style entre les livres des années 40 et les livres de la fin des années 60 d'Edmond Hamilton, mais en tout cas, pour ce qui est de la création du personnage et la narration de l'aventure et ce qui se passe, eh bien on a globalement l'impression d'avoir une aventure d'un Capitaine Flamme, même si c'est pas ce personnage dont il est question dans le roman. Il est question d'un personnage qui s'appelle Morgan Shane. Alors c'est assez amusant parce que rapidement, quand j'ai lu le livre, quand j'ai lu les premières pages du livre, j'ai ressenti, ça a été assez rapide, hein,
un personnage, donc ce personnage de Morgan Chain, pardon, qui tourne autour de Han Solo de la Guerre des Étoiles, alors bien avant la Guerre des Étoiles pour le coup, hein. Et on retrouve globalement cette patte. Donc on pourrait presque dire que ce personnage principal, c'est un mélange de... c'est pour caricaturer un petit peu, hein, un mélange de Conan le Barbare et de Han Solo, qui aurait été fondu en un seul personnage et qui aurait donné un personnage de roman d'aventure et de science-fiction. Je dis d'aventure parce que c'est de la SF, c'est vrai, parce que ça se passe dans le futur, parce que ça se passe dans les quatre coins de notre galaxie, mais c'est aussi un roman d'aventure parce que les protagonistes vont vivre véritablement des aventures rocambolesques avec un tas de choses, un tas de défis à relever. Donc, pourquoi Conan et pourquoi Han Solo? Parce que ce personnage est caractérisé d'une manière assez particulière. C'est un humain, mais il a une force physique décuplée par le fait d'avoir grandi sur une planète à faible gravité, à forte gravité, pardon, désolé, à forte gravité, et d'avoir grandi avec un peuple de guerriers extraterrestres qui l'ont formé à la dure. Et donc ça lui donne son côté force, va-t-en-guerre. Et pourquoi le côté Han Solo? Parce qu'il est roublard comme Han Solo, il est plutôt beau gosse comme Han Solo, il séduit les filles comme Han Solo, et il se sort de pas mal d'entourloupes comme Han Solo. Donc on a un peu ça, on a même un peu beaucoup ça, et encore une fois, c'est à préciser, avant l'heure, parce qu'on est bien avant la Guerre des Étoiles. Et donc c'est amusant parce que tout au long de ce roman, de ces trois romans qui n'en font qu'un, eh bien on a un peu l'impression d'avoir une science-fiction à la mode Guerre des Étoiles, mélangée aux aventuriers de l'Arche perdue. Voilà, il y a un peu ça dedans. Alors, le roman est ancien, et c'est vrai que de temps en temps, pardon, il reçoit des critiques, enfin l'œuvre de Hamilton en tout cas, parce que son œuvre est considérée comme une SF un peu vieillotte, qui n'est pas une SF du tout enracinée dans la recherche de la compréhension scientifique des technologies. On nous présente des technologies dans ce livre, on nous en parle, notamment pour les voyages spatiaux, mais on ne nous les décrit pas, on ne nous donne pas d'historique, il n'y a pas de recherche de crédibilité particulière. Mais je dirais à l'instar de la Guerre des Étoiles. Dans la Guerre des Étoiles, quand le Faucon Millennium passe en vitesse lumière, on n'a aucune forme d'explication. Ils sont dans leur vaisseau, qui paraît un peu branlant, mais ils résistent à la vitesse de la lumière. Bon voilà, on ne se pose pas de questions. Globalement, c'est la même chose dans le Loup des Étoiles. Donc c'est marrant parce que je vois pas forcément trop les critiques sur la Guerre des Étoiles, même encore aujourd'hui. Des gens qui pourraient à nouveau découvrir, hein. Évidemment, les films d'ancienne génération se découvrent avec les nouvelles générations également. Et on voit pas forcément toujours ce genre de critiques, on les voit même pas forcément beaucoup. Alors que pour la littérature, j'ai l'impression que les lecteurs sont plus sévères que les gens qui regardent des films de SF. Évidemment qu'il y a des livres de SF qui développent parfaitement les technologies. Ce ne sera pas le cas avec ce livre d'Hamilton. Alors, Le Loup des Étoiles, pour vous faire une petite synthèse, sans trop vous dévoiler de quoi ça parle, je vous disais qu'il y a 3 livres. Il y a 3 livres qui sont réunis, qui vont former globalement une aventure, mais il y a bien 3 aventures distinctes. Et là, je rejoins un petit peu l'image d'Indiana Jones. Donc, si on prend les 3 premiers Indiana Jones, on a un personnage central, le professeur Jones, et on a des aventures distinctes. Alors, de temps en temps, il y a des personnages qui reviennent, mais globalement, les aventures sont distinctes et elles sont bouclées. On a la même chose, finalement, avec les Loups des Étoiles. Dans les Loups des Étoiles, les aventures sont bouclées. Alors, elles sont de taille égale, hein. On a un tiers pour chaque aventure, et elle narre une aventure, ou plutôt des aventures à part entière, qui se terminent, et qui se terminent plus ou moins. Alors ça, c'est peut-être un petit peu le défaut que je pourrais mettre en avant. Quand j'ai terminé la première aventure, L'arme de nulle part,
l'arme, une arme, hein, pas l'alarme, l'arme, à l'apostrophe, l'arme de nulle part, eh bien, j'ai été très surpris de la conclusion un peu brutale, et je me suis dit, ah non, j'aurais aimé en savoir plus. J'aurais aimé qu'on nous développe davantage l'histoire, qui n'était pas inintéressante. Ça parlait plutôt de... Sans trop vous dévoiler, ça abordait un peu le sujet du contrôle du temps, du contrôle du déplacement spatial, mais aussi du contrôle du temps, de la cryogénisation des êtres. Et c'était intéressant en fait. Et malheureusement, la conclusion, elle est assez brutale et on ne reviendra pas dessus dans les autres histoires. Alors j'ai attaqué la deuxième histoire avec un peu plus de méfiance. Je me suis dit, ah c'est quand même dommage. J'ai bien peur que en fait, le roman ne m'emmène dans des petites histoires ou des grosses histoires bouclées qui n'auront aucun lien les unes avec les autres. Et c'est pas ce que j'attendais. J'aurais aimé avoir un vrai roman qui se termine. Donc je me suis quand même lancé, j'ai voulu quand même voir ça. Pourquoi? Parce que déjà, honnêtement, je vous le dis, c'est plutôt agréable à lire. Donc, je le disais tout à l'heure, hein, ça m'évoque vraiment La Guerre des Étoiles, le premier film, ou bien un scénario à la Indiana Jones. Donc voilà, on a beaucoup d'aventures, on a beaucoup d'événements qui se passent. On ne s'ennuie pas une seconde dans ce roman. Il arrive des choses régulièrement aux protagonistes. C'est bien amené, c'est bien écrit. Bon, il y a un peu de raccourcis de temps en temps. On pourrait dire que parfois c'est un peu facile la manière dont les différents protagonistes se sortent de difficultés. Mais après tout, c'est comme ça dans La Guerre des Étoiles. C'est comme ça dans les différentes aventures d'Indiana Jones. C'est souvent un peu facile. On se sort d'un mauvais pas, d'une manière, par une pirouette, ou en tout cas c'est un peu facile. Donc c'est la même chose finalement dans Les Loups des Étoiles. Les personnages s'en sortent, enfin le personnage principal et les collègues qui l'entourent se sortent de difficultés d'une manière parfois un peu facile, et d'autres fois c'est un peu plus recherché. Mais toujours est-il que c'était agréable à lire. Je me suis dit, ah, c'est sympa, je m'attendais pas à ça. J'avais lu les critiques, j'avais bien vu que c'était pas un livre sur la technologie, on n'était pas dans de la science-fiction en profondeur, je savais que c'était un peu léger, et donc je savais à quoi m'attendre. Et finalement, ça m'a quand même accroché. Je me suis dit, ah oui, c'est agréable à parcourir. C'est pour ça que j'ai voulu pousser sur la deuxième histoire, malgré la déception de la fin de la première. Je parcours la deuxième histoire. Même structuration, c'est-à-dire que globalement, une histoire particulière qui n'est pas en rapport avec la première, on est dans un autre coin de la galaxie, les protagonistes sont globalement les mêmes, en tout cas le héros est là, et donc il lui arrive autre chose, et puis on est encore sur une fin, avec une histoire qui se termine, mais qui est laissée en suspens. Elle est volontairement laissée en suspens. Alors on imagine que peut-être l'auteur s'était dit, je vais un jour ramener mon personnage à cet endroit dans un autre roman. Je ne crois pas qu'il l'ait fait. Et on termine cette deuxième histoire avec le même sentiment. Comme c'était toujours agréable à lire, je me lance dans la troisième et dernière histoire. Et je me dis, bon, j'espère quand même que ça va quand même raccrocher avec la trame narrative du début du roman et avec le destin du personnage. Alors là, je fais une petite pause parce que, en réalité, on nous le dit rapidement, donc je ne vous dévoile rien d'important. Le personnage, Morgan Chain, en fait, c'est un humain, comme je vous le disais. Il a été élevé sur une planète extraterrestre avec des extraterrestres. Et au tout début, dès les premières pages, on le sait, il vit une situation très difficile. Il s'est enfui parce qu'il est pourchassé par ses anciens amis, collègues. Alors je dis collègues parce que ce sont en fait des pillards. Ce sont presque des pirates de l'espace. Il vivait parmi un peuple qui n'a de cesse d'aller de monde en monde et de piller les mondes, pour s'enrichir simplement. Hein, c'est vraiment le seul but. Ça fait penser à Han Solo. Hein.
Et donc ces gens sont sans foi ni loi, sont prêts à tuer comme des pirates. Et globalement, il s'est passé quelque chose, que je ne vous dévoile pas, et ce personnage, il a été obligé de fuir. On le sait dès le début. Et dès le début, on sait aussi qu'il va rencontrer une équipe de mercenaires de l'espace. Alors des mercenaires qui ne sont pas des pirates, qui travaillent pour des groupes internationaux, pour des groupes sur des planètes, et qui remplissent des missions. Et donc, bon gré mal gré, ce personnage va être obligé de se greffer à cette équipe. C'est vraiment les premières pages du roman. Mais malgré tout, il y a cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Et ce qui va être rattrapé par ses anciens collègues, ses anciens amis, maintenant ce sont devenus ses ennemis. Ils veulent carrément sa mort, hein, en réalité. Et il n'y a pas que eux qui désirent sa mort, puisque globalement, partout dans la galaxie, un loup des étoiles est condamné à mort parce que c'est un pirate. Donc lui-même va devoir cacher son identité, globalement, je ne vous dis pas tout, mais il y a quelques surprises, cacher son identité, et il va devoir cacher ses grandes capacités, ses réflexes, sa force extraordinaire. Donc voilà. Donc il y a quand même un enjeu au début du roman. Et on espère à tout prix, puisque moi j'ai quand même apprécié les aventures, on espère que ça va raccrocher à la fin. Parce qu'une première histoire ne raccroche pas, la deuxième non plus, le début de la troisième, pas vraiment. Et puis finalement, je vous le dis pour que ce soit positif, hein, oui, la troisième histoire raccroche véritablement avec le début de l'aventure. Donc effectivement, c'est bouclé, et on a le destin de ce personnage. Donc on a une fin dans ce roman. Je vais vous lire quelques extraits, mais vraiment pas grand-chose. C'est pour vous donner un peu la patte de l'écriture. C'est toujours sympa d'avoir malgré tout quelques extraits. Alors j'ai choisi un extrait un peu long, un extrait bien plus court, et un extrait encore plus court. Donc un extrait un peu long, je vous le contextualise. Donc le personnage de Shane, je vous l'ai pris, c'est au tout début du roman. Pour pas vous gâcher la moindre surprise. Donc on est vraiment au début. Et donc le personnage est sur une planète. Il est en présence d'extraterrestres humanoïdes. Et il est en train d'espionner, je peux pas vous en dire trop, mais de remplir une mission. Et là, il a rencontré une fille. Parce qu'évidemment, c'est un beau gosse, il plaît, et il plaît même aux extraterrestres. Donc c'est pour vous donner la teneur du sujet. Donc, dans les 2 pages que je vais vous lire, il y a globalement l'essence de ce roman. C'est pour ça que j'ai choisi cet extrait-là. De l'aventure et des filles. Bon, les filles n'inondent pas le roman, hein, c'est pas la question. Hein. Mais c'est comme Han Solo, voilà, ou comme Indiana Jones, c'est un séducteur. Donc là, il parle avec une fille qui s'appelle Lanea. Donc elle lui dit, c'est elle qui commence. Combien de temps vas-tu rester sur vol? C'est la planète. Difficile à dire. Mais si vous êtes venu ici pour vendre des armes, ça devrait aller vite, n'est-ce pas? Je vais te faire une confidence, dit Shane. On avait un autre but en tête. En venant ici, bien sûr. Mais peut-être ferais-je mieux de me taire. Intéressée, elle se pencha vivement sur lui. Son visage finement dessiné, se détachant sur l'horizon lumineux de la nébuleuse. Quel autre but? Interrogea-t-elle. Tu peux me le dire. D'accord, céda-t-il. Je vais te le dire. On est venu ici pour capturer toutes les jolies femmes qu'on rencontrera. Et il la saisit par la taille et la longea à côté de lui. Lanea poussa un cri perçant. « Tu me brises le dos !» En riant, il relâcha un peu son étreinte et elle s'écarta de lui. « Est-ce que tous les terriens sont aussi forts que toi ?»« Non, je ne crois pas, » admit Shane. « On pourrait dire que je suis à part. »« À part !» dit-elle avec mépris. Et elle le gifla. « Tu es pareil à tous les terriens, repoussant et horrible. »« Tu t'y feras bien, » affirma-t-il sans la lâcher. Ayant dépassé les îles les plus éloignées du rivage, le glisseur filait vers la haute mer, sous le ciel phosphorescent. L'océan s'étalait devant eux, comme un drap d'argent fripé. Des bribes de musique rythmée leur parvenaient depuis les lumières des îles des plaisirs au loin. Soudain, il y eut une explosion sourde en direction du rivage. Puis,
Quelques secondes plus tard, un flac feutré, tout proche du glisseur. Ils sont sur un bateau en fait. Le phénomène se répéta et brusquement affolée, la Néa se redressa d'un bond. « Ils ont commencé à nourrir les dorés !» cria-t-elle. « Tant pis, on va manquer ça !» répondit Shane. « Mais tu ne comprends pas, on a dérivé en plein dans leur zone de pâture. Regarde !» De nouveau, Shane entendit un claquement assourdi, et il repéra une énorme masse sombre qui venait d'être catapultée de l'île des Plaisirs. Le projectile tomba à quelques brasses à peine du glisseur et remonta à la surface. Il consista ainsi qu'il s'agissait d'une sorte de fourrage sombre et fibreux. « Même si l'une des bottes nous atteint, on ne risque pas d'être blessé, commenta-t-il, mais la Néa l'interrompit encore par ses hurlements. À droite du glisseur, la mer bouillonna furieusement. La légère embarcation tangua et gita, puis retentit le grondement d'une énorme masse d'eau violemment déplacée. Une colossale tête jaune creva la surface de la mer. Ruisselante, large de plus de 3 mètres, elle évoquait un dôme d'or étincelant. Une gueule démesurée s'ouvrit pour happer d'un coup la botte de fourrage fibreux que le monstre aux yeux ronds entreprit de mâchonner à grand bruit. Shane constata alors que d'autres têtes émergeaient tout autour d'eux dans la zone de catapultage. Des corps dorés gigantesques, munis de drôles d'ailerons en forme de bras, mastodontes qui auraient ravalé la baleine au rang d'anchois, et s'ébrouaient et s'affrontaient chaque fois que des masses de fourrage fibreux expédiés du rivage s'abattaient parmi eux. Voilà, je voulais vous lire un extrait un petit peu plus long pour vous donner un peu la teneur des aventures de notre ami Morgan Shane. Donc voilà, là vous avez un peu compris. Il leur arrive toujours quelque chose. Alors, évidemment que pour beaucoup de choses qui vont arriver aux personnages, ces choses sont en rapport avec les trames de chaque histoire. Mais de temps en temps, entre guillemets, c'est un peu gratuit, comme là. On a une mini-aventure à l'intérieur du roman. Là, il est avec une fille, c'est pas toujours le cas, hein, mais il est avec une fille, et il essaye de la séduire, il l'a emmenée sur un bateau un peu au loin, et voilà, ils se font piéger par des monstres aquatiques. Mais en fait, c'est un peu comme quand Harrison Ford dans l'Empire contre-attaque emmène son vaisseau dans un champ d'astéroïdes, il se cache à l'intérieur et finalement au lieu d'être dans des boyaux rocheux, il est à l'intérieur d'un monstre gigantesque qui vit lui-même dans l'astéroïde. Donc voilà, on peut comparer comme ça, on a un peu ce genre de mini-aventure à l'intérieur du roman. Comme ça vous avez saisi un petit peu la teneur et de l'écriture et des aventures de Morgan Shane. Je vous lis un autre extrait pour vous donner un petit peu de consistance au personnage et que vous compreniez ce Morgan Shane. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est pas très loin, ça vous dévoile pas grand chose comme ça. Shane abandonna la rue encombrée pour pénétrer dans un bar. Là aussi, il y avait beaucoup de monde, mais la majorité des clients étaient des spatiaux en virée, venus de l'astroport du coin, et accompagnés de filles, encore des filles. La plupart d'entre eux étaient trop imbibés pour lui prêter la moindre attention. Shane commanda un whisky et le but. Il songea que malgré toutes les affirmations de Dilulo, cet alcool n'était pas bien fameux. Néanmoins, il en commanda un autre. Le brouhaha joyeux qui l'entourait ne l'empêcha pas de se mettre à broyer du noir dans son coin. Il se souvenait de Varna. Varna, c'est la planète sur laquelle il a été élevé, qui pour lui avait toujours été sa patrie. La planète géante, rude, inhospitalière, démesurée, qui ne donnait rien à ses enfants excepté une vigueur et une rapidité de réflexe inégalables, conséquence d'une pesanteur cruellement accablante. Elle avait fait ce don même à Shane lorsqu'il eut survécu à sa mise au monde sur la planète. C'était un peu comme si Varna se comportait en marâtre, disant à ses enfants « Je vous ai accordé la force, et c'est tout ce que je vous donnerai. Allez, et pour le restant, emparez-vous de tout ce dont vous avez envie. » Un sourire traversa la face sombre de Shane comme une ride sur une eau noire. Il revoyait dans sa mémoire le temps où les petites flottilles des loups des étoiles regagnaient Varna, tombant du ciel étoilé vers leur dur monde natal, riant devant le butin étalé sous les lumières, car personne ne se souciait beaucoup de ceux morts pendant les raids. Il évoquait les Varnans, tels des conquérants, s'avançant à longues enjambées vers leur cité, avec leurs grands corps recouverts d'un fin pelage doré, leurs visages fiers, aux pommettes hautes, leurs yeux brillants et obliques de chat. Il avait été l'un d'eux,
il avait marché fièrement à leur côté, avait pillé avec eux les planètes de la galaxie, avait vécu avec eux le danger pour compagnon. Tout cela était terminé maintenant. Voilà, donc ça c'est un autre extrait pour vous donner un petit peu d'épaisseur pour le personnage. Donc voilà, ce personnage, il est, comme l'extrait nous le démontre bien, il a été élevé par des extraterrestres. C'est ce qui fait sa particularité. C'est ce qui va faire sa particularité dans tout le roman. Et évidemment, il y a un enjeu, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à ça, même si les aventures, les 3 aventures qu'on vit sont loin d'être inintéressantes, globalement, ce qui nous soucie le plus, c'est de savoir ce que va devenir Morgan Chain, en fait. Dernier tout petit extrait, assez amusant. En fait, c'est sur une sorte de théorie qui était très à la mode dans les années 60, on peut dire. Et donc l'auteur réutilise ça pour expliquer pourquoi, eh bien, globalement, toutes les races qu'on rencontre dans la galaxie sont des races humanoïdes. Alors pas toutes, hein, j'exagère, c'est faux, pas toutes. Une grosse partie des races qu'on rencontre sont humanoïdes. Humanoïdes, pas forcément ressemblant très pour cela à des hommes, mais humanoïdes. Donc il y a un tout petit extrait. Là donc... c'est à propos de la légende, une légende interstellaire qui flotte comme ça et qui est répandue sur beaucoup de planètes. Donc là, on est sur la planète de Morgan Chain. Sur Varna, c'était une des histoires les plus populaires. On se plaisait à rappeler comment les terriens qui avaient découvert le principe du vol ultraluminique, ou plutôt redécouvert celui-ci, car voici bien des millénaires, il avait déjà été connu de la race qui avait ensemencé toute la Voie lactée de souches humaines, et avait un jour innocemment débarqué, s'offrant à montrer aux Varnans les techniques de construction des vaisseaux interstellaires, de façon que ceux-ci puissent commercer honnêtement avec le reste de la galaxie. Et comment les Varnans, de ce temps-là, avaient répondu avec une gentillesse affectée, qu'ils acceptaient bien volontiers et qu'ils aimeraient beaucoup posséder des vaisseaux stellaires, de manière à pouvoir négocier paisiblement, s'engageant par ailleurs à bien se conduire. Donc voilà, après ça continue et effectivement les Varnans étant des pilleurs patentés, des pirates de l'espace, eh bien ils rigolent bien de ces anciennes légendes qui courent de planète en planète. Donc voilà, l'auteur a pris comme parti à l'époque d'imaginer qu'effectivement il y a bien des races extraterrestres un peu partout dans la galaxie, mais qu'elles ont été ensemencées par une ancienne race dont on ne nous parle pas dans ce roman. Je pensais à un moment qu'on allait nous en parler, mais on ne nous en parle pas. Et donc voilà, c'est une théorie qui aujourd'hui n'a plus cours évidemment, mais qui est amusante à retrouver, parce que c'est vrai ça nous replonge dans les vieilles théories des années 40, 50, 60, ce qu'on imaginait de l'espace à cette époque. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long avec ce roman. C'est un roman à l'ancienne. Et ce qui mérite d'être lu par les grands amoureux de science-fiction, eh bien ça dépend quel type de SF on attend. Si on veut de la SF extrêmement technologique ou très 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 pointue à la mode Hyperion de Dan Simmons, non, je pense qu'on va peut-être être déçu. Maintenant, si on veut parcourir un roman d'aventure de science-fiction, j'ose le dire, hein, se distraire un peu, parce que c'est quand même sympa de se distraire. On n'a pas forcément toujours envie de se plonger dans un roman avec des grands enjeux philosophiques ou bien avec une compréhension du monde technologique. Ça peut être aussi un peu léger. Je le disais tout à l'heure, les scénarios stricto sensu de la première trilogie de la Guerre des Étoiles sont quand même malgré tout un peu légers. Alors oui, ils sont peut-être un petit peu plus profonds que les Loups des Étoiles, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc si on veut retrouver cette patte-là, qu'on n'est pas allergique à ces personnages des années 60, 70, 80, eh bien je pense qu'on peut passer un moment vraiment sympathique avec les Loups des Étoiles. J'ai regardé, je ne crois pas me tromper, je pense qu'il n'a pas fait revenir ce personnage dans son œuvre. Si Morgan Chain était apparu ailleurs,
Et ben peut-être que j'aurais lu un deuxième livre. Edmond Hamilton a vraiment beaucoup de livres, hein. J'ai regardé un petit peu là dernièrement. Il a écrit beaucoup de romans. Il y a toute la panoplie de Captain Futur, hein, le fameux Captain Flamme. Mais il a écrit aussi d'autres romans. Je sais pas, il est possible qu'un jour j'en tente un autre pour voir si c'est aussi distrayant. Voilà, c'est le mot que j'emploierai pour terminer. Le Loup des Étoiles, c'est un roman distrayant. On ne s'ennuie pas un seul instant, on passe un bon moment. Il ne faut pas être trop pointilleux sur certains détails. Il faut prendre ça comme une aventure légère. Et si on le lit de cette manière-là, eh ben, on va passer un bon moment avec Morgan Chain et ses amis mercenaires de l'espace. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une autre vidéo.